Dans la danse, j'ai fait 13 championnats, j'en ai gagné 8 en première place. L'entrepreneuriat et la danse ont 2 points en commun. Jamais, jamais je sortais. C'était vraiment genre vie de moine. 90% des gens du milieu de l'art ont un mental de broke et ne gagnent pas d'argent. Tu peux tout faire tout seul. La question, c'est combien de temps tu es prêt à payer. Ce monsieur aurait pu finir sous les ponts de Paris, à boire de l'alcool tous les jours, mais c'est devenu un entrepreneur à succès. Voici Kevin Martinelli, C'est ça. c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter un peu Kevin, s'il te plaît? Yes, bah déjà, merci au Tremplin et à toi de m'inviter sur ce premier podcast. C'est le premier, de ce que j'ai compris. C'est le premier invité. Euh, c'est toujours chiant un peu de se présenter pour les gens qui regardent la vidéo. Donc en quelques mots, moi j'ai une boîte dans l'acquisition, donc acquisition de clients, j'ai des entreprises, je mets aussi en place des process et j'ai eu un long parcours qui vient des plus profonds des abysses Ouais, avec une famille extrêmement compliquée, alcool, drogue, violence, bref, on a eu à peu près la totale. Et il y a eu un gros passage compliqué de ma vie qui fait qu'aujourd'hui, je me suis vraiment détaché de cette vie-là. J'aurais pu vraiment, je pense, mal finir. ouais, Et probablement. je touche du bois, mais globalement, j'ai très bien fini. Je gagne très, 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 très bien ma vie. Et j'ai accompli à peu près à 31 ans la plupart des rêves que j'avais. Donc voilà, en quelques mots. Très bien, très beau parcours. On va voir justement ce parcours-là. Est-ce que déjà tu peux un peu m'expliquer comment ça se fait que tu es dans cette situation-là, alors que de base tu es parti défavorisé dans la vie? Hmm, ok. Est-ce que tu peux déjà Ouais, m'expliquer pourquoi tu t'es défavorisé? Qu'est-ce qui s'est ok. passé un peu? Je pense ce qui va parler aux gens qui regardent ce podcast, parce que souvent on se sent seul dans l'entrepreneuriat, on se sent en décalage. Moi, j'ai vécu ça, mais pas que dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans une famille qui était assez normale. Ma mère, mon père étaient présents, ils travaillaient beaucoup, donc voilà, j'étais souvent gardé par mes grands-parents. Et ce qui s'est vite imprégné dans la famille, ça a été la violence, violence psychologique, violence mentale, violence physique, principalement de mon père, qui malheureusement aussi a eu des problèmes dans sa vie, donc ce qui ne le dédouane pas des actions, mais ce qui fait que, Il a voilà, répercuté ça, il a sur répercuté toi? ça. Puis des problèmes entre ma mère et mon père, donc voilà, rapidement, il y a eu quelques problèmes, mais j'ai pas manqué sinon de grand chose niveau matériel sur la première partie de ma vie. OK. Après, mes parents se sont séparés, ça a été extrêmement compliqué parce que j'étais le plus grand de la famille et j'avais mon frère qui venait de naître et ma sœur. J'avais un peu le rôle de père par défaut. On n'avait plus du tout d'argent. Vraiment, c'était une galère, pour vous donner un exemple, mais le matin, je mangeais pas moi, donc on OK. mangeait le midi. On rentrait, c'était, flageolets, lentilles en conserve et globalement pour se payer parfois un rouleau de papier toilette, c'était compliqué. Donc ça a été vraiment très, 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 très dur. Après ma mère est devenue alcoolique, donc il y a eu toute une séance, enfin là, une partie de ma vie où c'était très, très compliqué, où est-ce que même j'avais pas de repères, en termes de père, Mmh. mon père qui était pas là. OK. Et voilà, pour pas trop rentrer dans les détails, je voyais pas souvent mon père, donc je me suis dit: «OK, en fait, j'ai c'était entre mes 12 et 14 ans que vraiment j'ai eu un déclic. Je sais plus exactement quand. Je me suis dit: «OK, là, en fait, je suis seul, en fait, donc je dois me démerder». Donc ma mère est pas là, globalement. Elle est pas présente émotionnellement. Ouais. Mon frère, est jeune, il a pas de repères. Ma sœur a pas de repères non plus. Donc fuck quoi, c'est soit, je me bouge le cul et c'est moi qui prends ma vie en main, soit c'est la vie qui va me prendre en main et Ouais, qui c'est va ça. m'envoyer, dans les ronces quoi. Ouais, du Donc coup, à ce voilà. à ce moment-là, c'est vers 12 ans ça, Ouais, tu t'es rendu compte que tu étais tout seul, que la vie ne dépendait que de toi mmh, et il y avait 2 chemins, soit tu prenais le chemin de te prendre en main et ouais, de faire en sorte d'avoir la meilleure vie que tu puisses avoir, soit tu tombais dans la facilité ou dans toutes les je addictions et cetera ouais, c'est ça, et exactement. Ça aurait pu être, la violence, ça aurait pu être l'alcool, la drogue, ça aurait pu être n'importe quoi. En fait, ça aurait pu être répliquer les schémas des parents. Et j'ai décidé que je voulais pas. Je voulais pas et c'était difficile parce qu'en fait, j'étais en décalage avec les gens autour de moi. ouais, Autour de moi, je voyais que des parents à l'époque, c'était encore là où les parents étaient pas trop séparés, d'accord? C'était vers 2008, quelque chose comme ça, un peu avant 2008, 2006-2008, si je dis pas de bêtises et les gens du coup, voilà, avaient des passions normales. Ils jouaient au foot le dimanche, ils faisaient des trucs et moi, en fait, j'étais vraiment en décalage parce que ma seule préoccupation, c'était comment je vais faire pour m'en sortir pour les prochaines années? C'était vraiment quelque chose qui était en arrière inconscient, d'accord? Donc évidemment, je jouais aux jeux vidéo beaucoup, j'étais un gros gamer, j'avais des activités normales, mais je sentais que dans mes discussions, je me discutais plus avec des gens qui étaient plus matures et je pouvais m'entendre avec des personnes qui avaient 18, 20, 25, 30 ans OK, et ça crée une certaine forme de décalage, en fait, déjà. ouais, je comprends. Mmh, voilà. OK et
Et oui, donc tu saurais pas vraiment expliquer pourquoi tu as pris ce chemin-là et pas l'autre chemin? Je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est en fait, quand on est face à autant d'incertitudes et de douleurs, émotionnelles, physiques et cetera, on n'a pas le choix, en fait. Mmh. Et quand on n'a pas le choix, bah, on trouve les ressources nécessaires, financières, mentales, motivation. Et je pense que l'un des points les plus importants, c'est que j'ai jamais manqué de motivation dans ma vie, parce que je savais où est-ce que je pouvais retomber. En fait, quand tu creuses le trou et que tu es arrivé au bout du bout Ah du ouais, tu bout du connaissais bout, déjà, le fond du fond selon voilà, le toi? fond du fond. Moi, j'avais déjà des pensées suicidaires vers 13, 14 ans. OK, J'ai pensé à partir de chez moi aussi avec un sac à dos. OK, J'ai pensé à plein de choses et je l'ai jamais fait parce que je me suis dit que, bah, en fait, c'était pas la solution, aussi simple que ouais, ça. Et puis j'ai fait: «Bon, bah, je suis prêt à me battre, en fait, hein», concrètement, c'était ça, hein. Ça OK. s'est passé comme ça. Donc là, c'est, un petit déclic, on va dire, et Mmh mh. qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, il s'est passé beaucoup de choses. On a déménagé, ma mère s'est endettée, elle s'est surendettée. Elle s'est mise avec quelqu'un qui était quelqu'un de stable pour une fois. Et on a réussi à reprendre un semblant de vie. On n'était pas très loin de Beaune, d'accord? Donc en périphérie de Beaune, c'est entre Dijon et Lyon. On habitait là-bas pendant 10 ans et j'ai retrouvé un semblant de normalité. Donc c'est le moment où est-ce que j'ai commencé, on n'est toujours pas beaucoup d'argent, mais j'ai commencé à m'intéresser à la danse. OK. Donc j'ai commencé à voir des personnes qui faisaient de la danse et moi je ne pouvais pas me payer de cours de sport, on pouvait même de cours de danse ou autre. Et la danse ne me parlait pas, j'étais un geek moi à la base. Donc j'étais là genre, bon, moi ce qui m'intéresse c'était de jouer à Halo 3 et puis de, jouer à la console toute la journée quoi, globalement. OK, ouais. J'étais pas mauvais à l'école, hein. Et je suis tombé sur un mec qui faisait de la danse et puis j'ai dit: «Putain, c'est vachement intéressant, ça me parle». Comme C'était ça, l une vidéo ou c'était un mec, que tu as vu j dans la En fait, rue? il y avait la période tectonique, donc ça fait rire les gens, mais moi j'ai testé ça. J'avais Ouais, besoin en fait de développer mon identité et ouais, d'avoir de l'attention que j'avais pas eu. OK, Et intéressant. au bout de 4, 5, 6 mois, ça me parlait plus cette danse. J'étais là genre: «Bon, je vois que c'est pas moi et que ça me parle pas». Donc je vois un mec à l'école danser une danse qui s'appelle le jump style. Donc à l'époque, ça paye pas de mine, c'est assez bizarre comme danse, tu sautes, c'est assez physique. Bon, la danse a beaucoup évolué depuis et je me suis dit: «En fait, c'est une danse, ce que j'appelle d'écorché émotionnel». C'est des gens vraiment qui se mettent à cette danse-là pour extérioriser une colère. Parce que c'est tellement physique qu'en fait, à travers le fait que tu sues, que tu es fatigué et tout, Ouais, tu extériorises de la colère. Et moi, j'avais beaucoup OK. de colère. Donc ça s'est extériorisé comme ça. Et donc la danse a été un médium pour, faire une thérapie. Voilà, une thérapie, ce que j'allais dire. Une Une thérapie, petite exactement, thérapie. voilà, tu as bien anticipé le truc. Une thérapie, canaliser la colère et rester, on track, comme disent les Américains, vraiment rester sur le bon chemin OK, et continuer ma vie du mieux que je pouvais, quoi. OK, excellent, et du coup, ça a pris une toute autre ampleur parce que spoil, monsieur a fait 13 championnats, du monde, de cette danse-là. Ouais, Est-ce que tu peux rapidement, expliquer le parcours? Parce que de base, je pense que tu faisais ça pour, extérioriser, ouais, 100. et après, comment ça s'est passé? Des gens ont découvert enfin, tu as découvert que tu avais, une zone de génie là-dedans? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais une zone de génie, alors pas seulement là-dedans, mais déjà très tôt, je savais que j'étais destiné à quelque chose de grand parce que je l'avais conscientisé. J'avais mis de l'intention dessus OK, et je me suis dit: «OK, j'accepte pas ma vie. En fait, j'accepte pas la vie dans le cadre dans lequel je suis, j'accepte pas ça. J'accepte pas la médiocrité». Donc c'était la première étape. Donc du coup, j'ai commencé, très tôt, j'ai très très peu d'estime de moi, très peu de confiance en moi, mais je me suis forcé très tôt à m'imposer dans des groupes, à prendre du leadership, à organiser les choses, à structurer les choses, à faire voilà, proposer des groupes, des sorties, et cetera, pour pouvoir sortir de ma zone de confort. Ce qui fait que j'avais une zone naturelle, enfin, je pense que c'est une zone naturelle mêlée avec de l'expérience aussi, parce que voilà, le talent aussi, on peut battre le talent avec beaucoup de travail, je pense. Et donc il y avait cette zone artistique, d'accord, cet angle artistique que j'avais naturellement et cet angle organisation, structure, leadership que j'ai toujours eu. Donc ça s'est beaucoup mêlé à la danse parce que dans la danse, j'ai fait 13 championnats, j'en ai gagné 8 en première place. Mais à côté de ça, j'ai structuré des équipes. Donc des équipes de danse, hein, on faisait des spectacles, on a fait, des compétitions. J'ai dirigé 2 fois l'équipe de France, justement en compétition, on a gagné 2 fois. Et puis, ça m'a permis justement de connaître l'humain, tu vois? De savoir comment fonctionne l'humain et développer des compétences très tôt. À peu près, moi j'ai commencé la danse en 2008, en mois d'avril. Là j'ai 31 ans, donc je devais avoir 14 ans, je dis pas de bêtises. Et dès 14 ans, j'ai développé des compétences qui étaient utiles dans la vie de tous les jours d'humains, en fait. OK. Donc j'ai un peu oublié ta question, mais je ne sais plus qu'est-ce que c'était au début. C'était, comment tu es arrivé de juste découvrir la danse à aller dans la compétition carrément? Ouais, bah, Dans la le haut niveau, compétition, quoi? ouais, OK, ça fait sens. J'ai toujours vu que j'avais mis de la conscience et de l'intention sur le fait que j'acceptais pas la médiocrité et que j'étais prêt à me battre.
j'ai voulu, briller d'une certaine manière, tu vois? Briller parce que je me suis dit: «OK, j'ai pas l'impression d'être reconnu». OK. C'était un besoin, Et j'avais envie de montrer que mon père qui me disait souvent, que OK. j'étais nul et cetera, enfin, je pense qu'à posteriori, c'est pas forcément quelque chose qu'il pensait Ouais. parce qu'il projetait des schémas de colère et cetera, mais c'était dit et moi, c'était reçu et donc pour compenser ça, pour pas accepter ce discours-là, je voulais prouver le contraire. Donc la compétition a été un moyen, donc je me suis fait OK. exploser en compétition, les premières compétitions et très vite, j'ai, roulé sur les premières compétitions sur lesquelles, j'étais, rentré, quoi. OK, excellent. Mais là, du coup, on parle de danse, mais c'est quoi le rapport avec l'entrepreneuriat? Alors, le rapport avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat et la danse ont 2 points en commun. OK. C'est que ça demande de la discipline et beaucoup de travail. Ouais. La danse, j'allais danser dehors, je m'entraînais quasiment tous les jours pendant, ça fait presque 16 ou 17 ans que je danse. J'ai ralenti sur les 2 dernières années, hein, j'en fais plus du tout mon métier ou autre. Mais, ça demande de la discipline, des régularités, de se remettre en question, d'essayer d'introspecter, de regarder par exemple, je m'enregistre en vidéo, est-ce que je me confronte à mon image et je regarde: «OK, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien?» de manière objective. Ça demande de faire, du développement personnel, d'accord? Donc c'est une forme de développement personnel. Ça demande aussi de travailler sa créativité, ce qui est très important dans l'entrepreneuriat aussi pour l'innovation, pour essayer de voir des choses que la plupart des gens ne verront pas. Donc ces premières compétences-là m'ont permis ensuite de transitionner dans l'entrepreneuriat parce que en 2015, j'ai été repéré par un collectif, d'accord, d'artistes, ça s'appelle La Horde et j'en ai fait de la danse ma profession, en fait. Donc j'étais payé. J'étais payé OK. entre 1 500 et 3 000 € par mois pour danser et voyager, partout dans le monde avec mes meilleurs potes. Donc c'était génial. C'était vraiment un rêve qui s'accomplissait. Mais j'ai vu en même temps cette compagnie qui, par exemple, a fait les dernières tournées de Madonna. Donc ils ont OK. vraiment scalé, hein, et ils sont passés de petite compagnie parisienne à énorme compagnie qui est sollicitée, qui fait des clips pour des grosses boîtes, Le Temps des Cerises et cetera. Enfin Ça vraiment, veut dire quoi scaler? donc scaler, c'est vraiment mettre à l'échelle, donc c'est-à-dire, recruter de l'humain, augmenter les revenus et diminuer les charges fixes, vraiment et puis, faire augmenter la taille de la boîte quoi, tu vois? Donc Augmenter, voilà, augmenter la taille de la boîte. monter OK. la taille de la boîte, donc ils ont développé un énorme branding, et j'ai vu en fait, tout le temps, ils étaient disciplinés, ils prospectaient, ils ont développé leurs compétences, ils étaient très bons en marketing, ils étaient bons en relations humaines, ils ont un excellent leadership. Donc j'ai appris de ces personnes-là et je me suis lancé entrepreneur parce que c'était un parcours standard. Déjà, je supportais pas, j'avais un très mauvais rapport à l'autorité. OK. Donc, dans le sens où je suis très coachable, mais si je suis dans un taf salarié avec quelqu'un qui me dit quoi faire pendant 1 an, OK, 3 mois ça passe, mais pas plus. Je supporte pas. Donc, je me suis dit: «Il faut que je sois mon propre patron». Donc tout ça a fait que je me suis lancé en entrepreneuriat. OK. Et du coup, tu as quitté directement la danse pour l'entrepreneuriat ou tu as combiné les 2 au Alors j'ai début? combiné les 2 parce qu'au début, un de mes rêves, c'était de monter ma propre compagnie de danse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai OK. monté ma compagnie et je voulais monter mon propre spectacle de A à Z. Et bah, ça demandait entre 40 et 60 000 € que je n'avais pas parce qu'à l'époque j'étais broke, j'avais 18 000 € de dettes que j'avais OK. héritées de ma mère, une partie, et le reste c'était mon école d'ingénieur que j'avais pas, pu payer en entier. On est vraiment broke, complet, et en plus de ça, ma mère avait touché les fonds d'une bourse que j'avais eue du Crous et avait fait n'importe quoi avec l'argent. Donc du coup, j'étais broke, broke, broke. Il fallait que je trouve, donc il fallait que je trouve 18 000 € pour pouvoir pour combler mes dettes. Ouais. Mais il fallait en plus 40, de ça que je rajoute 40 à 60 000 € pour financer mon spectacle OK. et qu'en plus, que je vive, d'accord? Ouais. Donc la solution, pour répondre à ta question, étape par étape, il a fallu déjà que je sois dans la survie. Donc, globalement, je gagnais entre 1 400, 1 500 et 3 000 en fonction des mots, c'était des pics, hein. Ouais. C'était pas toujours le cas. Avec la danse donc? Avec la danse, Ouais. il fallait donc du coup, je me suis mis en coloc où j'avais genre 400 balles de loyer, où je sortais jamais, jamais, jamais je sortais. C'était vraiment genre vie de moine. Je dépensais rien, j'étais un rat complet et chaque mois, j'essayais d'économiser 900, 1 000 balles, un truc comme ça. Ce qui fait qu'en 1 an et demi, j'ai soldé tout mon crédit, à peu près, et après, bah, j'ai pu, apprendre la vente, la prospection que j'avais déjà appris avec cette société justement, enfin avec, la Horde du coup, qui était le collectif, et j'ai appris des compétences qui étaient essentielles dans l'entrepreneuriat et j'ai pu commencer de convaincre donc, la région Hauts-de-France, la DRAC, des gens pour des financements. Donc on m'a prêté, enfin prêté, on m'a donné, 15 000 € ici, 10 000 € là, 5 000 € ici, 5 500 € là, OK. et voilà, j'ai Et appris la gestion financière d'une boîte. comment tu donné, comment tu donné de l'argent? Il faut monter des projets, il faut OK. être convaincant, donc il faut développer une entreprise. Donc, nous, elle OK. s'appelait PostNeo, elle s'appelle toujours PostNeo. Il faut recruter des membres, il faut donner la vision, il faut fédérer, il faut faire des projets artistiques pour montrer qu'on est sérieux avant qu'on te prête de l'argent. Il faut OK. faire des spectacles,
faut monter des budgets, faut remplir des dossiers extrêmement longs sur le site du gouvernement qui Du pourront coup, en ouais, démotiver plus d'un. c'est le gouvernement qui te donne de l'argent, c'est ça? C'est le gouvernement qui finance des projets, ces projets-là te OK. donnent de l'argent, ouais, globalement. Je simplifie. Ouais. OK. Donc, on a monté ce projet qui a été un franc succès et puis après, transition sur l'entrepreneuriat pur et dur parce que les marges sont faibles, l'administratif est très lourd et j'avais un peu coché toutes les cases de mes objectifs de vie, donc j'avais besoin de redéfinir de nouveaux objectifs et ces nouveaux objectifs, c'était, il faut que je gagne plus d'argent, d'accord, et que je puisse financer des projets artistiques, des projets de vie, acheter une maison, faire profiter mes parents Ouais. plus facilement et la danse me le permettait pas. OK. Donc il fallait gagner beaucoup plus. Ouais, parce que, déjà, c'est une chose que tu gagnes de l'argent, parce que le domaine artistique, il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi, les gens dans le domaine de l'art ne gagnent pas beaucoup Ah mais d'argent. la plupart sont broke, hein, Voilà. 90 des gens du milieu de l'art ont un mental de broke et ne gagnent pas d'argent. Il y a à peu près j'avais calculé, je crois que c'est 5 des entreprises, artistiques font des spectacles qui font plus de 10 dates de spectacle OK. et nous, sur le spectacle qu'on a fait, on a eu plusieurs spectacles. On a dû faire, 90 dates, je crois, plus 300 ateliers et au total, je crois que j'ai dû faire plus de 150-160 spectacles, un truc comme ça. Ce qui est vraiment beaucoup en 5 ans, tu vois? Du coup, tu étais payé par les spectacles, donc si J'étais tu alors faisais les spectacles payaient la compagnie nous payait OK. et globalement, j'étais intermittent du spectacle. Donc tu as aussi l'équivalent d'un pôle emploi, OK. d'accord? Mais parce que tu cotises, en fait, tu cotises beaucoup, tu as beaucoup de charges, tu cotises et donc du coup, les jours où tu travailles pas, parce que par exemple, je sais pas, tu es en repos, parce que ton corps, il peut pas prendre 30 jours de spectacle par mois, et ben, tu es quand même payé. Tu es payé comme si parce qu'en fait, ils partent du principe que, c'est des jours où tu es censé te reposer, bien manger, faire des étirements, faire de la musculation pour t'entraîner, parce que ton corps est ton outil de travail, en fait. Ouais, c'est clair. Donc du coup, voilà. OK. Excellent. Et donc après, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Mmh. Tu as arrêté complètement la danse, tu l'as mis de côté? Alors en 2022, on a refait un championnat du monde qu'on a gagné en deuxième place, mais je fais toujours de la danse, pour le kiff, mais j'ai arrêté parce que je me suis dit: «Je peux pas». En fait, il faut du focus dans l'entrepreneuriat. Tu peux pas faire 10 projets en même temps. OK. J'ai la croyance en tout cas et je me suis dit: «C'est un seul focus à la fois» et je sais que quand je focus une fois un truc, je deviens l'un des meilleurs dans le domaine. OK. Donc j'ai dit: «OK, la danse, stop, je délègue cette partie-là. J'arrête la danse, je clôture mes projets et cetera. J'ai accompli tous les objectifs. Qu'est-ce que je sais faire?» J'ai regardé, je sais acquérir des clients, je sais processiser, structurer, donner du leadership, former des gens. J'ai regardé ce que je pouvais faire, donc j'ai testé plein de positionnements différents, donc on pourra y revenir si nécessaire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé le positionnement qui parle à mon marché, sur lequel je suis bon et sur lequel les gens ont vraiment besoin de moi et sentent que je suis un expert. Du coup, ouais, en fait, tu es arrivé dans l'entrepreneuriat, tu avais déjà toutes ces compétences grâce à la vie que tu as eue, avant avec la danse, quoi. Grâce à la danse. Et après, je OK. me suis bien évidemment formé, hein. J'ai dépensé Ouais. plus de avec OK. mon associé, parce qu'on était deux, hein. J'ai dépensé à peu près 100, à nous deux, 100 000 € en formation. Je crois que ça doit OK. être 90 000 ou un truc comme ça, tu vois? Il faudrait recompter exactement. Et des programmes à 5K, 10K, 15K, on a fait plein de programmes, quoi. Donc, OK. C'est intéressant ça, parce qu'on va pouvoir faire un premier jeu. Le premier jeu, ça va OK, être on va faire un vrai ou faux. Je vais te donner des affirmations et tu vas me OK, dire si tu penses que c'est vrai ou faux et tu détailles un peu OK, ouais, et puis voilà. vas-y. La première affirmation, c'est: «Le développement personnel, c'est de la masturbation intellectuelle». Alors, vrai et faux. OK. C'est ça. Hem, à la fois faux parce que, j'en suis la preuve vivante que c'est nécessaire. Ouais. Et à la fois vrai parce que tout ce qu'on va te dire sur YouTube, lève-toi à 5 heures du mat, fais une douche froide, fais 1 heure de méditation, tout ça, c'est de l'énorme bullshit parce que ce sont des machines à burn-out. D'accord? Moi-même l'ayant vécu aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des gens riches qui vont vous dire de faire ça, mais eux-mêmes ont oublié ce qui les ont amenés à être riches. C'est énormément de travail. C'est aussi simple que ça. C'est travailler 12 heures par jour sur les bonnes choses, avec les bonnes priorités et bien gérer son cash. Et quand ils arrivent à un niveau de succès, par exemple, ils font, je sais pas, 1 million par mois et qui sont très successful, ils se disent: «OK, là, j'ai quand même pas mal de stress. Je vais prendre soin de ma santé, donc je vais faire 1 heure de musculation par jour. Ah, je suis pas mal stressé, je vais faire 1 heure de méditation pour descendre mon niveau de cortisol. Et puis, j'ai besoin maintenant de me concentrer plus sur la vision de la boîte et créer du contenu pour pouvoir continuer de développer le brand. Bon, il faut que je lise des livres pour pouvoir avoir de la matière intellectuelle». Mais on oublie que la base de ce qu'ils les ont construit, c'est énormément de travail. Donc juste, lève-toi le matin et taffe 12 heures d'affilée et taffe sur les tâches les plus importantes. Alors je te dis pas de ne Ouais. pas prendre un jour de repos dans la semaine et pas prendre 1 heure pour toi dans la journée, tu vois? Évidemment, c'est nécessaire, sinon tu vas faire un burn-out, c'est sûr. Mais cette partie-là du développement personnel, genre les Antoine Blanco, tout ça, je dis leur nom, hein,
Je pense que c'est des gens-là, il suffit de voir la tronche qu'il a, c'est des personnes qui vont finir en burn-out, je pense, à un moment. OK, OK. Et tu disais que, qu'il fallait se concentrer sur les tâches importantes. Comment on identifie une tâche importante? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'utilise la matrice d'Eisenhower. Vous pouvez Ouais, regarder sur Internet. Donc, au moment, tu as plusieurs types de tâches, urgentes, importantes, etc. Et surtout, moi, je me dis quelque chose chaque jour, c'est comment je peux travailler sur le 20-80 qui rapporte le plus de cash, d'accord? Qui me permet de travailler moins sur le long terme et que je kiffe. Donc, il y a toutes ces variables. On ne peut pas toujours le faire. Par exemple, là, dans ma boîte actuellement, là où est-ce que j'ai le plus d'effet de levier, d'accord? ouais, C'est documenter des process, donc écrire, transmettre ma connaissance sur des sujets sur lesquels je suis très bon, pour que des gens moins bons que moi ou aussi bons que moi comprennent comment faire cette tâche, que je ouais, puisse récupérer mon temps chaque jour, que ce temps, je le ralloue ensuite à continuer de vendre, d'accord, parce que c'est moi qui vends encore pour l'instant, donc plus tard, je vais déléguer, bien évidemment. J'ai commencé à déléguer une petite partie, et créer du contenu. Parce qu'en créant du contenu, je vais pouvoir éduquer at scale des gens. Donc, par exemple, au lieu d'aller discuter, par exemple, avec toi, avec d'autres personnes, alors je vais continuer de le faire, hein, parce que je kiffe ça aussi, mais je peux répliquer le même discours face à 100, 1000, 3000, 5000 personnes. Et en gérant bien mon cash, je peux même mettre de l'argent sur ce contenu pour booster les vues et faire des publicités, mmh, etc. Donc, mon effet de levier, il est là-dedans, en fait. Tu vois. OK. Mais ça, du coup, tu sais tout ça parce que tu as l'expérience, Oui. mais admettons quelqu'un qui commence, comment lui, il peut, commencer à avoir cette mentalité de trouver la tâche importante? Dites-vous que si la tâche sur laquelle vous êtes, posez-vous la question si, est-ce que si je fais cette tâche pendant 8 heures d'affilée, est-ce qu'à la fin de la journée, ça me rapporte de l'argent? D'accord? Parce que on va pas se leurrer et je le dis face à la cam aussi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est de la vente. C'est uniquement de la vente. Donc, en fait, pas de vente, pas de cash, retour salariat, en fait. On arrête l'entrepreneuriat. Tout est basé sur l'argent. Alors, il y a des gens qui vont dire: «Oui, je me concentre sur l'impact et cetera». Tu vas pas payer ton loyer avec de l'impact, tu vois? Évidemment, l'impact vient après et ça reste une mission importante et si tu aimes pas les prospects que tu as en face de toi, bah, mec, tu vas pas réussir sur le long terme, tu vois? C'est sûr. Mais, voilà, je pense que c'est lié au cash, en fait. OK, parfait. Bon, je pense que sur cette affirmation, on a fait le tour. Deuxième affirmation, je peux tout apprendre sur YouTube, j'ai pas besoin de formation. Heu, faux. OK. Faux, pourquoi? Parce que ce qu'on voit sur YouTube, c'est la projection externe. En fait, on va faire une projection interne, nous, de ce qu'on croit être bon, voilà, de nos pensées, de nos croyances, par rapport à l'expérience projetée externe des autres. C'est-à-dire que, par exemple, je vais voir un super formateur sur internet qui va m'apprendre à scaler mon business, à avoir des clients. Mais en fait, je me dis: «Bah, j'ai pas besoin de formation payante parce que lui, c'est gratuit» et je le prends tout de suite comme un expert, alors que je me suis pas posé la question: quels sont ses résultats? Est-ce qu'il régurgite pas des croyances d'autres personnes ou d'un autre programme ou d'un livre qu'il a lu, mais qu'il n'a pas testé lui-même pour son business? Et est-ce que c'est applicable à moi? Donc, se former, c'est aller payer quelqu'un qui a l'expérience dans le domaine précis que toi tu es. Par exemple, tu es coach sportif, bah, va te former chez un coach sportif qui fait, je sais pas, tu fais 1500 euros par mois, tu veux savoir comment faire 30 k par mois, va payer un coach sportif qui fait 30 k par mois. OK. Tu vois? Donc Et qui est c dans le même domaine, je sais pas, il accompagne les hommes minces, eh ben, va voir un mec qui accompagne les hommes minces et qui fait 30 k par mois. Tu vois? OK, donc tous les personnes qui vendent des choses qui n'ont pas fait eux-mêmes, tu penses Voilà. que toi, c'est pas pertinent? En fait, ça reste de l'infoproduit. C'est de information Ouais. qui est productisée. Donc l'information est importante. Après, c'est à toi d'avoir ton propre sens critique, de savoir ça m'a l'air pertinent, je vais le tester. De toute façon, il n'y a que l'action qui va te révéler si ça fonctionne ou pas. Mais le raccourci, parce que le temps reste la valeur, enfin reste la currency, j'ai le terme anglais, tu vois, la monnaie, La monnaie, ouais. qui ne revient jamais. Tu dépenses ton temps, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu n'as pas un bouton sauvegarder, recharger la sauvegarde, tu vois. Donc, le truc à se dire, c'est comment est-ce que je peux gagner 1 an, 2 ans, 3 ans en payant quelqu'un qui l'a déjà fait? Si tu as cette vision-là, après tu peux très bien te dire: «Je vais le faire seul pendant 10 ans» et cetera. Mais si par exemple, tu veux aller du point A au point Z, bah, si tu as payé quelqu'un pour aller directement de A à H et de H à P, bah, en fait, plus tu dépenses d'argent pour pouvoir avancer, plus il y a un compounding effect, plus il y a un effet cumulé. OK, Parce que ouais. ça devient exponentiel. Tu vas apprendre de plus en plus vite, de plus en plus mieux, sur des choses de plus en plus importantes et tu vas avoir une croissance fulgurante.
Là où si tu attends 10 ans, bah, au bout de 10 ans, ça se trouve moi j'ai des gens que j'ai accompagnés, ça faisait 10 ans, ils ont toujours pas compris leur entreprise, ils ont toujours aucune statistique sur leur entreprise, ils font toujours 2 000 OK. € par mois, alors que ça fait 10 ans qu'ils veulent faire 15, 20 000, 30 000 € par mois et recruter leur premier salarié. Mais 10 ans, c'est énorme. Comment toi, tu pourrais expliquer quelqu'un qui stagne pendant 10 ans? Il a pas forcément la dalle, OK, le confort. Le ouais, confort, aussi simple que ça. Les gens ont envie d'être confortables, d'avoir une vie pépère. Le manque de connaissances et le manque de curiosité aussi. Le manque de curiosité, j'ai des gens tout simplement, ils sont pas curieux, ils savent pas que sur YouTube, il y a des gens qui font des vidéos de 12 heures, en anglais, qui expliquent, mieux comment scaler son business que dans des formations à 10 000 €. Et juste tu pas la curiosité et tu pas le bon environnement. Tu es entouré de personnes, qui sont pas dans la situation que tu veux être. Donc la puissance de l'environnement est très importante aussi. OK, excellent. Bah, ça mène sur la 3e affirmation. Hem, je peux tout faire tout seul. Heu, je pense que c'est vrai. OK, Je pense que c'est vrai que tu peux tout faire tout seul. La question, c'est combien de temps tu es prêt à payer? Je peux construire ma maison tout seul. YouTube, livre, mais ça va me prendre, peut-être, entre 2 et 4 ans de travaux et encore peut-être même plus, tu vois? J'en sais rien. Par contre, je peux payer quelqu'un pour aller plus vite, qui me design les plans, qui me renseigne sur la législation, donc ouais, je pense que c'est quasiment possible de faire, tout seul. Je dis quasiment parce qu'il y a des choses, bah, où ton temps est limité. Tu veux, être Elon Musk, tu veux monter SpaceX, tu peux pas le monter seul, tu vois? C'est pas ouais. possible, c'est pas possible. Non, mais Mais il y dans a des tâches des plutôt courantes et quotidiennes, ouais, des choses qui sont atteignables pour le commun des mortels, tu peux faire les choses seul, mais est-ce que tu es prêt à payer le temps, qui est une ressource qui est rare et qui ne revient pas? Quel prix es-tu prêt à payer? OK. Donc selon toi, l'entourage permet du coup de payer moins en temps, quoi? Ça dépend de la qualité de ton entourage. Si OK, tu as un très bon entourage, comme on a aujourd'hui, on a un événement, à côté, bah, ouais, tu as des gens de qualité. Donc si tu t'entoures de personnes, qui sont dans la situation désirée dans laquelle tu veux être, il y a un gap mental qui se crée. C'est-à-dire que, par exemple, tu es dans une pièce, tu es la personne la plus intelligente, mais tu aspires à plus. Bon, bah, tu es pas au bon endroit. ouais, Tu es dans une pièce où est-ce que tout le monde gagne un certain revenu. Alors, je me base sur le revenu parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, donc les gens se comparent souvent au ouais, revenu, alors que ce n'est pas la chose la plus importante. Se comparent au revenu, tu es le plus débutant de la salle, bah, en fait, il y a vraiment ton inconscient, je pense, il réalise le gap, la différence de niveau qu'il y a, et il va vouloir matcher, il va vouloir monter pour aller rejoindre ces mmh, personnes-là. Tu vois? J'avais vu un test une fois dans un livre, c'est globalement quand tu mets un joueur qui est extrêmement nul dans une équipe qui est extrêmement forte et que c'est un travail d'équipe, d'accord? Ils ne sont pas tous seuls. La performance de l'équipe qui est très bonne diminue de 34% à peu près. Donc c'est OK, énorme. ouais. Mais sur le long terme, la personne monte au niveau des meilleurs. Donc il n'y a pas photo. Faut bien s'entourer et comment on s'entoure bien, selon toi? Je pense qu'il faut être curieux encore une fois. Il faut être OK, curieux, il faut avoir de la confiance en soi pour aller parler aux gens. OK, Guillaume, qui est la personne avec qui je travaille depuis 6 ans, oui 6 ans, qui a travaillé sur mes 2 boîtes, d'accord? Il travaille dans les 2 boîtes, que j'ai montées. Hem, on s'est rencontrés, j'ai vu un post Facebook et juste il a de la curiosité, il accompagnait des gens sur la partie physique, mentale et cetera à l'époque. Je lui ai écrit, je dis: «Bah, vas-y viens, on se rencontre, on est à une ville l'un de l'autre, on se boit un café, on discute et tout» et juste la curiosité. La curiosité, l'échange et pourtant de base je suis quelqu'un de très introverti, OK, mais curiosité, l'échange, s'intéresser sincèrement à l'autre, vraiment sans arrière-pensée et tu vas voir que tu vas rencontrer une personne en fait, quelqu'un connaît quelqu'un que je dois connaître. Donc il y a cette, curiosité à avoir pour pouvoir avoir la bonne opportunité, rencontrer la bonne personne et ça c'est vraiment primordial. Donc pour bien s'entourer, de la curiosité. OK, OK, OK. Il y avait, bah, une dernière affirmation que je voulais dire, c'est, tu es à une seule rencontre de changer ta vie. Ouais, bah, c'est Du exactement coup, ça. ça rejoint ça, ouais. Ouais, c'est exactement Tu es à ça, une seule rencontre de changer ta vie et c'est clair. c'est un truc qu'on a pu voir au tremplin où du coup, le tremplin qui est le co-living, qui est représenté par ce podcast où en fait, bah, les gens qui venaient des fois, ils rencontraient une personne qui ça change complètement leur vie, où ils étaient dans une situation,
pas dans la dépression et puis après ça se retrouve à Bali en train de faire des vidéos, tu vois, par exemple. Ça peut être un Donc associé, ça peut être c'est un fou. meilleur pote, ça peut être un ou une partenaire de vie, ça peut être n'importe quoi. Ouais, C'est du coup exactement ça. c'est très fort. OK, on a fini avec ce petit jeu. J'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours du coup. Donc là actuellement, tu dirais que tout va bien. Tu disais que tu avais accompli tous tes rêves Mhm. d'adolescent, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça déjà c'est beau. Tu as des revenus très, tu disais, très, enfin tu as des Ouais, très bons bah, revenus selon toi, je tu peux vois? dire carrément avec transparence combien je gagne. OK, D'ailleurs, alors, si j'ai pas changé le funnel sur Instagram, quand vous cliquez sur le lien en bio sur Instagram, il y a un lien où est-ce que je montre en fait un exemple de moi où j'encaisse en fait. C'est pas des montants facturés. Donc nous, on fait à peu près entre 18 et 25 k par mois. On a fait des mois à 33 k. On est trois, on a d'excellentes marges, on fait du bon profit aussi. Après, c'est pas le salaire que je me verse moi. Je pourrais me le verser, d'accord? Et je gagne très 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 bien ma vie en général, tu vois. Donc, on a un salaire à 5 chiffres. C'est 5 peu de chiffres. personnes qui peuvent se payer ce salaire. Donc, c'est cool. C'est OK. cool. Donc Et tu te payes un salaire à 5 chiffres? pas toujours, pas tous les mois, OK. d'accord. Mais je peux me payer un salaire à Tu 5 peux chiffres et je me suis déjà payé un salaire à 5 chiffres. C'est juste OK. que je suis quelqu'un de très simple, de très minimaliste. Je pense que j'ai tellement vécu dans la galère, en fait, que j'ai compris qu'il fallait pas que j'augmente mon niveau de vie trop vite, OK. d'accord. Donc, je suis quelqu'un de très simple. Alors, je garde beaucoup d'argent de côté, j'investis énormément, j'investis beaucoup sur moi. Ouais. Mais je suis quelqu'un qui fait très attention à ses dépenses aussi, qui a une notion de l'argent. Tu vois, par exemple, je ne vais pas m'acheter une bagnole neuve à 30 000 balles, ça ne me sert à rien, en fait. OK. Déjà, j'aime pas les voitures. Et en OK. plus, j'ai même pas mon permis, hein, Bon on s'en fera bah, rire certains, parce que j'étais trop broke pour pouvoir me payer mon permis, et maintenant, je suis trop riche pour pouvoir passer le permis. Je suis là, genre, je préfère prendre un Uber ou un ah taxi ou un truc comme excuse-nous, ça. excuse-nous, excuse-nous. Donc, je suis là, genre, bon, je passerai mon permis de toute façon à un moment. OK. Mais Ouais, c'est toujours pratique. tout ça pour dire que je préfère le minimalisme. Tu vois, chez moi, enfin, c'est un lit, un bureau, très peu de déco et je dépense rien en fait, parce que j'en ai pas le besoin en fait. OK. Ni l'envie d'ailleurs. Et donc du coup, la plupart de tes revenus, ça part dans l'investissement sur toi? C'est Investissement sur ça, toi. puis des petites expériences simples comme par exemple, tiens, j'ai jamais testé, tel parc aquatique avec des potes, vas-y on va se le faire, tu vois? Et je vais les OK. régaler un petit coup au resto, un truc comme ça. Pourquoi? Parce que je valorise plus ces expériences maintenant, ayant tellement été bloqué dans le passé. En ayant très peu d'argent, j'ai gardé ce truc de dépenser beaucoup sur moi-même, parce que je sais que les compétences et le développement personnel, c'est ça qui va me permettre d'avoir plus de valeur sur le marché et de faire beaucoup plus d'argent encore. Mais à côté de ça, je flambe pas et j'essaie de me faire plaisir dans des expériences où je me suis dit, putain, j'aurais voulu avoir ça quand j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, j'avais des potes qui partaient à Walibi un week-end pour se faire une sortie avec les potes parce que les parents pouvaient payer ça. Ouais. Et, et moi, je ne pouvais pas, en fait. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir des amis qui avaient des parents exceptionnels, que je remercie. S'ils voient cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur. Et qui m'embarquaient avec eux et leurs gamins. Et puis, on faisait des sorties. Ah, c'est beau C'était ça. rare, mais ils ont compris qu'on était en galère, en fait. Et Ouais. c'était des personnes que j'apprécie énormément. Ouais, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu seras OK avec le fait de dire un peu tes chiffres? Ouais, Heu, complètement, ouais. avec du coup, avec ton activité principale là, en termes de chiffre d'affaires, tu arrives à combien à peu près par mois? Même si c'est pas tout le temps le même somme. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, on est plus entre 18 et 25 k par mois, parce qu'on a OK. eu des. Enfin, c'est toujours marrant les gens qui vous disent ouais, moi je fais 100 k par mois, etc. Donc, ça, on a déjà discuté. Ouais. Mais c'est globalement le mec l'a fait une fois, c'est du facturé, donc c'est ce qu'il y a sur les factures, c'est pas ce qui est encaissé. À côté de ça, il a un profit et enfin, une marge de merde. Donc, globalement, puis il a dépensé 40 000 euros en publicité. Donc, il y en a beaucoup des comme ça. Et je me suis rendu compte que la majorité des gens sont broke quand ils te disent qu'ils gagnent vraiment beaucoup d'argent, même des gens connus sur YouTube. Et globalement, ouais, on fait entre 18 et 25 k par mois. On a fait des mois à 33 k. On est redescendu à 10 k. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que c'est jamais stable l'entrepreneuriat. Et puis c'est un travail de long terme. Dès que tu as une projection long terme, tu te dis bon, bah voilà. À l'échelle micro, ça varie. Mais à l'échelle macro, en fait, ça fait qu'augmenter. Enfin, il y a 10 ans, je gagnais 300 balles par mois, tu vois. Donc je suis là, genre, la Tout va progression bien, est continue, en tout va fait. bien. Et est-ce que la progression, elle a été, linéaire ou il y a vraiment des moments clés où Ouais. vraiment tu as pété, ça a beaucoup changé dans ta vie? Est-ce qu'il Eh y a des ben, moments pour faire clés? le lien avec le tremplin, il y a eu des tremplins OK, justement. Et très donc, bien. oui, oui, il y a eu des tremplins. Je dirais qu'il y en a eu 2. Le Ouais, j'en ai vraiment eu 2, je trouve. Le premier, c'est quand j'étais repéré
pour de la danse par la Ouais, quand tu compagnie. expliqué, ouais. Parce qu'ils m'ont laissé, ils ont cru en moi, ils ont laissé l'opportunité de vivre mon rêve avec mes potes en plus, avec des potes. Enfin, c'est toute une histoire, on pourra en parler un peu plus tard. Et du coup, d'avoir un premier revenu pour sécuriser mes dettes. Revenu qui était confortable pour moi à l'époque. Et à côté de ça, le deuxième, c'est que j'étais assez curieux pour rentrer dans des communautés, des groupes, rencontrer les bonnes personnes, des personnes qui m'ont mentoré personnellement, qui n'étaient pas obligées, d'accord, qui m'ont donné beaucoup de valeur. Et je vais dire les noms parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat, le problème que je vois avec certains gourous, c'est on ne dit pas assez merci aux gens qui nous ont aidés. On ne cite pas les noms, en fait. Il y a comme s'il y avait une Mmh. omerta, donc on ne peut pas dire qui nous a formés. Donc moi, je vais le dire. J'ai Imran Oudi de chez Exponentia, qui a été un tremplin pour moi. Ce mec est incroyable, d'accord. Donc, potentiellement, il y a des gens qui ne l'apprécient pas aujourd'hui, pour diverses raisons que je ne citerai pas. Moi, je trouve que c'est un mec qui est exceptionnel. Je l'ai rencontré en vrai, mec exceptionnel. J'ai Romain Mastrovito qui m'a énormément aidé sur la vente, sur l'état d'esprit. Je crois que je vais forcément en oublier. J'ai Serge Gattari aux États-Unis. J'ai d'autres formateurs que j'ai rencontrés, donc je ne pourrais pas tous les citer. Je me souviens plus. Enfin, j'ai fait beaucoup de formations. Et de rencontrer les bons humains au bon moment, d'investir au bon moment, sur le bon truc, ça a été Donc toi, game changer. tes tremplins, c'est vraiment investir sur des gens, sur des accompagnements, en gros. Ça a été ça. C'était investir sur les bonnes personnes. Investir sur les bonnes Sur les bonnes personnes. personnes au Ton bon tremplin, en fait. moment, parce que Au j'avais bon de la moment. curiosité. C'est quoi le bon moment? En fait, c'est très. Enfin, je vais surtout parler pour moi, il n'y a pas de bon moment. Chacun trouvera peut-être son bon moment, ou peut-être qu'il n'y a pas de bon moment pour Ouais, certains, mais moi, c'était une intuition. En gros, je voyais quelqu'un, OK. je me dis, lui non, lui non, lui oui. OK, Tu vois. intéressant. Et je peux pas trop l'expliquer. Je pense que j'ai un sixième sens naturel où j'arrive à scanner les gens et à me dire, lui, ça va pas le faire. Tu vois. Ça a toujours joué en ta faveur? Ça, Quand tu l'as suivi? 90% du temps, ça a joué à ma faveur, que ce soit dans les relations pro, perso ou amoureuses. L'entrepreneuriat, ça peut prendre beaucoup de temps. On peut travailler beaucoup comme tu disais au début, même surtout au début où faut beaucoup envoyer. Toi actuellement, comment tu vois ta priorité? Est-ce que tu mets la priorité toujours sur ton business ou est-ce que tu commences à mettre la priorité sur tes relations comme les relations amoureuses? Alors, on est en plein dedans, parce que j'ai vécu une rupture il y a quelques semaines, mais qui en fait a été officialisée un peu plus tôt normalement. Enfin, c'est toute une histoire. C'était très difficile, Ouais, mais c'est toujours difficile, mais ouais, euh, j'ai énormément appris. Et ce que j'en ai tiré par des phases d'introspection très profondes sur les derniers mois, c'est que ce sont des saisons d'entrepreneuriat. C'est qu'il y a une saison où j'ai privilégié égoïstement moi, pour pouvoir me développer personnellement, investir sur moi, me développer. Je laissais un peu ma famille de côté, c'était mes rêves, mes rêves, mes rêves, et solder mes dettes. Ensuite, il y a eu une phase où je me suis dit, ok, j'ai accompli ces rêves-là, j'ai satisfait mon ego d'une certaine manière. Maintenant, c'est le temps du profit, la saison des profits. Donc là, j'ai lancé mon entreprise, donc focus taf, 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 développer des relations aussi. Je parle professionnel. Et ensuite, il y a eu une saison de d'introspection où je me suis dit, ok, j'ai 31 ans, enfin c'était un petit peu avant, j'ai 30 ans. Maintenant, c'est une nouvelle saison de ma vie. Cette nouvelle saison, c'est j'ai accompli énormément. C'est une saison où je privilégie ma santé et mes relations personnelles. Donc c'est là où est-ce que j'ai commencé d'envisager peut-être d'avoir des enfants, peut-être voilà, de m'engager long terme. Donc j'ai rencontré une fille exceptionnelle avec qui j'étais. Et je me suis dit, ah bah tiens, pour une fois, je me vois prendre une relation long terme. D'accord. Parce que OK. j'ai eu des relations, mais j'en avais une long terme au moment où je me lançais dans la danse. Et en fait, la relation s'est arrêtée et j'ai mis plein focus sur la danse. Tu arrivais pas à équilibrer, C'était un peu plus compliqué, mais globalement, je savais que ça allait pas le faire au niveau d'équilibre aussi, tu vois. OK, Donc après, c'est elle qui a arrêté la relation, mais de toute façon, on savait que ça allait être un problème. Vraiment. OK. Moi, je partais en tournée, on n'allait pas beaucoup se voir, enfin bref, une galère. Donc j'ai dit, ok, pendant cette période-là de saison de travail sur la danse et de travail sur mon projet entrepreneurial, pas de relation sérieuse. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelques petits débuts de relations sérieuses qui ne se sont pas concrétisés, principalement de mon côté. Et là, je me dis, ok, c'est bon, j'ai accompli tout ça. Maintenant, je peux me poser un peu plus. J'ai envie de scaler mon business, de déléguer. J'ai plus envie de bosser 14 heures par jour. Parce que de toute façon, je peux plus. Je sens que je fatigue. Donc, il y a une saison de repos et de privilégier la santé. Donc là, par exemple, mon gros focus cette année, c'est la santé. D'accord. OK. Santé, donc reprise de masse, etc. Bon sommeil, bref, la totale. Et relations. Reconnecter à l'instant présent, à des expériences simples, à trouver une relation amoureuse stable, pas forcément le long terme tout de suite, parce que là, enfin, je sors de cette structure qui est compliquée. Donc, la question, pour répondre à ta question, je pense que c'est tout est une question de saison
et de focus. Et OK. quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est très difficile de trouver l'équilibre entre les différents piliers de la vie. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, tu penses que c'est pas possible dans les périodes où tu as du travail de rush de laisser de la place pour une femme, par exemple? Si, je pense que c'est possible. Ouais, OK. si, si. Au début, je pensais que non. Je pense que c'est possible parce que si tu es pas capable de le faire, c'est que tu ne sais pas travailler sur les bonnes priorités dans ta boîte. Ah, c'est pas mal, c'est un bon Ouais. indicateur. Si tu pas de place pour ta femme, c'est pas priorisé dans ta C'est boîte. que tu sais, et ça a été la leçon que mon Excellent ça. ex-compagne m'a appris vraiment. C'est OK, elle qui me l'a mis un peu dans le. Alors, me l'a pas dit, m'en a fait prendre conscience. OK. C'est que tu peux bosser 4 à 6 heures par jour en étant beaucoup plus productif que si tu travaillais 12 heures et garder du temps pour ta compagne et du temps pour tes amis et pour toi. Donc, ça a été la grosse leçon. Je pense que c'est possible. OK. Même dans la période de début où faut, Période de début, c'est plus compliqué. OK. Surtout qu'il y a aussi une forme de dopamine où tu es addict au travail, où tu te dis: «Oh putain, je vais travailler, je suis à fond, tout c'est mon projet, ça y est, je quitte le salariat, je suis à Ouais. fond». Tu es vraiment à fond. Je pense que c'est quand même possible et je pense que c'est sain et que si tu n'arrives pas à prendre une demi-journée par semaine pour toi, une demi-journée ou une journée, parce que tu déconnectes du taf, où tu parles pas de taf, où ton téléphone ne sonne pas, où tu Ouais. as pas à gérer des urgences et des incendies à droite à gauche, c'est que tu as mal processisé ta boîte et que tu travailles pas sur les bonnes priorités. Et qu'il faut appeler Kevin. Voilà, par exemple. OK, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, qui disent, «Ouais, les femmes, c'est la distraction, faut se focus sur ses projets, C'est machin, machin». intéressant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? J'en pense qu'ils régurgitent les croyances d'autres personnes OK. et que la question à se poser, c'est est-ce que la croyance enfin, ce que je suis en train de dire, je suis capable de l'expliquer simplement et de le justifier? Auquel cas, potentiellement, ça peut être ma croyance, mais si j'arrive pas à le justifier ou à l'expliquer, potentiellement, c'est la croyance d'une autre personne. Et je dis ça parce C'est que je intéressant. l'ai vécu. J'ai été matrixé, par exemple, par le discours il faut s'expatrier, la France c'est de la merde. Ouais, Et je pense toujours que la France est un pays qui est en train de sombrer et qu'il faut s'expatrier. D'accord? il faut s'expatrier. Mais j'ai plus de mesures parce que j'étais trop dans l'extrême et je me suis rendu compte, je me suis expatrié. Je me suis expatrié en Hongrie pendant 3 mois ou 2 mois, je sais plus. OK. Et ça a été un échec complet. Je suis rentré avec mon ex-compagne. Ça a été ensuite un des motifs de rupture. Et c'était une grosse erreur, un gros échec, mais ça m'a appris énormément. Un Et échec au niveau de quoi? De la destination ou de, comme tout, c'était la relation tout? tout, même financièrement, parce que c'était pas si intéressant que ça, en fait, au final. OK, On s'est dit: «OK, on paiera même moins de taxes à l'étranger» et cetera et en fait, pas du tout. tu as plein de frais imprévus OK. et je me suis rendu compte que au final, je m'étais juste embarqué dans le projet de quelqu'un d'autre qui n'était pas mon projet. OK. Elle aussi, du coup, elle arrivait pas à se l'avouer et on a énormément appris. On a énormément gagné en maturité, donc ça reste une expérience positive. Ouais. Je pense que heureusement qu'on l'a fait. OK. Mais c'était du fait que je m'étais fait matrixer aussi par les croyances de quelqu'un d'autre. Et comment savoir du coup si c'est, bah, tu l'as un peu dit, une croyance, à nous ou une croyance de quelqu'un d'autre? Enfin, l'avis de quelqu'un d'autre qu'on va mettre sur notre vie? Ouais, j'ai pas de méthode universelle, je pense que chacun trouvera son propre process, mais un exemple simple avec je reprends les gens qui font les morning rituals en mode, Ouais. le matin je fais un savers, je fais 1 heure de sport et cetera. En fait, fais-le et vois si au bout d'un moment tu es en pleine dépression. Et si tu es en pleine dépression, c'est parce qu'en fait, c'est pas adapté pour toi. Ouais. Et c'est peut-être qu'il faut pas que tu te lèves à 5 heures du matin, peut-être qu'il faut que tu te lèves à 7 8 heures et que tu bosses d'une autre manière, peut-être que ta méditation, ça va le matin, faut que tu fasses et c'est peut-être pas 1 heure, c'est peut-être 15 minutes, dans ton bain avant d'aller te coucher, tu vois? Donc dès que tu sens que tu es Faut pas aligné, alors ça demande aussi de bien se connaître. mmh. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut, faire du développement personnel aussi, Ouais. mais sans que ça soit trop bullshit. Bien se connaître et si tu sais ce qui est vite aligné, pas aligné avec toi et tu arrives à voir ce qui est pas bon pour toi, quoi. Et comment on apprend à se connaître? Comment on trouve, qui on est? C'est un truc que tu m'avais dit que tu avais beaucoup, Potasser. potassé. Ouais, alors ça, c'est probablement l'une des choses les plus importantes, de l'entrepreneuriat. C'est globalement qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes zones de génie, quels sont les chemins possibles face à moi si j'avais par exemple la possibilité de lire le futur. Alors je dis pas qu'on va forcément se dire ah oui, il faut absolument que je sois médecin et c'est sûr que je vais être médecin. Tout peut changer dans la vie, tout est variable. Donc la première chose, c'est de faire du coaching de vie, d'accord? Se faire OK, coacher par de bons coachs. Moi, je me suis formé chez By Steve, par exemple. OK, Excellent formateur, incroyable. Donc tu comprends quelles sont tes valeurs, quelles sont tes zones de génie. Il y a des tests qui existent, des tests en PNL, programmation neurolinguistique.
Il y a le test MBTI, Ouais, MBTI. Donc, moi, je suis formé, par exemple, dessus. Il y a des variantes aussi de ce système-là qui sont très puissantes. Donc, tu connais ton type de personnalité, par exemple, parmi 16 grands archétypes. Tu sais également où est-ce que ton cerveau se focus. Par exemple, tu as un style de personnalité, mais tu en as 3 autres aussi qui sont en développement avec ta maturité. Est-ce que tu es plus sur, moi par exemple, je sais que j'ai un profil plus artiste de base, mais j'ai en ce qu'on appelle en focus tout ce qui est structure leadership, chef d'entreprise. Et qu'à côté, j'ai une autre partie aussi qui est très bon en vente, en closing. OK. Tu vois. Et il y a une partie qui est un peu moins, enfin, qui est plus développée au niveau de l'inconscient, qui est le mentorat. J'adore mentorer des gens, j'adore apporter mon expertise et aider quelqu'un sans rien demander en retour. Et par exemple, c'est une partie qui est un peu moins développée là-dessus. En fait, j'aime mentorer les gens naturellement, mais il y a certains traits de cette personnalité qui ne sont pas trop développés. Et quand tu connais ça, parce que tu as fait des coachings de vie, tu as fait des formations, tu as pris des documents, tu t'es posé face à du papier pour poser ta vision, tes valeurs, etc., bah, tu sais beaucoup plus comment tu fonctionnes. Par exemple, je suis quelqu'un d'intuitif de base. Donc l'intuition, que je te disais tout à l'heure, au Ouais. sixième sens, je sais que ça fait partie de ma personnalité. Là où peut-être toi, tu fonctionnes différemment. Peut-être que toi, tu es plus dans le raisonnement, la logique. C'est un exemple, tu vois. Il y a des Mmh. choses concrètes, là où je risque d'être peut-être plus abstrait. Tu vois. Tu avais fait ma petite analyse et tu avais Ouais, trouvé je suis mon pas petit encore sûr de ton profil. type de personnalité, parce qu'il faudrait qu'on se pose et qu'on fasse le test. Et puis, bon, il n'y a Ouais. que le test qui peut déterminer si tu es X ou Y, quoi. Toi qui aimes les process, d'ailleurs, c'est quoi un process? Bon, un process, c'est une recette de cuisine. D'accord. OK. Globalement, mettre le moule à tarte, mettre de l'huile, mettre de la farine, c'est ça. C'est comment est-ce que tu suis une étape gogolisante, d'accord, que n'importe quelle personne qui a pas la lumière à tous les étages peut suivre pour obtenir un résultat de manière prédictible. Tu vois? OK. Et du coup, est-ce que tu aurais un process, une recette de Mmh. cuisine, pour les gens qui nous regardent et qui veulent, commencer à apprendre à mieux se connaître ou même continuer à apprendre à Ouais, mieux se connaître avec des choses concrètes, quoi, des tests à faire, des trucs comme ça? carrément. Bah, vous avez la roue de la vie qui se fait beaucoup en coaching de vie. Vous OK. avez, d'autres exercices dont j'ai oublié le nom, c'était il y a un moment. Donc par exemple, poser sa vision, ses valeurs, et cetera. Le test MBTI. Ouais. L'ikigai, qui est Ikigai, très, ouais, très connu, j'allais t'en parler, ouais. qui ça et fonctionne très, très bien. OK. Vous avez un test ikigai aussi sur internet sur votre leadership, votre méthode de leadership et de structuration d'entreprise. J'ai plus le site, je ne sais pas même pas s'il est encore en ligne. Et vous avez un test PNL sur, je crois, c'est les métaprogrammes, qui permet de connaître comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes plus, vous avez une vision générale des choses ou du détail? Est-ce que vous êtes plus dans la rationalité ou l'émotion, je crois? Je sais plus, ça fait un moment que je l'ai fait, hein, ça doit faire OK. 4-5 ans. Et après, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre ça dans une fiche, d'accord, où tu récapitules chaque test. Et après, tu entoures les choses qui reviennent le plus. OK. D'accord. Ça, c'est un truc que tu as fait de ton C'est côté? un truc que j'ai fait. J'ai un document sur mon PC où est-ce que OK. ça s'appelle Moi. Ouais. Et sur Moi, dans le dossier introspection, il y a le résultat de tous mes tests avec les choses qui reviennent. Donc, par exemple, ce qui revient souvent des gens autour de moi et des tests, parce que j'ai aussi questionné mon entourage, c'est bah, quand on te voit, on trouve que tu es un homme qui est structuré, qui parle bien, qui est à l'écoute, qui est froid, qui peut sembler froid et rationnel parfois, mais qui en même temps a quand même beaucoup d'empathie. Tu vois, donc il y a les deux casquettes. Et tu es quelqu'un qui, en général, qui a de l'humour et qui est transparent. Donc j'ai identifié à partir de ça bah, des points récurrents. Je me suis dit, ok, bon, bah, ça c'est ma personnalité, c'est mes points forts, tu vois, par exemple. Par exemple, j'ai des points faibles aussi. Donc, quand tu as tes points faibles, bah, tu peux regarder, tu dis: «OK, ça, faut que je le travaille», et puis voilà. OK, Donc excellent. c'est le process globalement. Faites de la formation, tes tests, mettez ça dans un document, regardez ce qui revient le plus, posez des questions à vos proches et après, essayez de utiliser ChatGPT aussi pour vous aider. Maintenant, c'est encore plus simple et demandez-lui de vous aider à écrire un process pour vous, mais il faut que ça soit fait pour vous. Ouais. Trouvez votre propre chemin, en Mmh. fait. Faut pas suivre un truc tout fait, quoi. Le truc tout fait, ça va marcher. Ça va marcher, mais généralement, c'est prendre ce qui marche déjà et le faire, l'adapter pour toi, je trouve, d'expérience, qui est Ouais, bien. moi, je suis, d'accord avec cette vision-là. Parce Mmh. que, avant, j'étais souvent dans ça, où je regardais même des vidéos YouTube et en fait, je me disais que si jamais, ça ne marchait pas ou que j'arrivais pas à tenir le truc, c'était moi le problème, Mmh. que c'était une question, de discipline, que j'avais pas cette discipline OK. et que fallait que je me fasse violence justement Mmh. pour arriver à faire les choses. Et après, j'ai fait beaucoup d'introspection et j'ai remarqué que, bah, en fait, on peut faire les choses différemment et on peut les adapter à nous. Exactement. Et ça, c'est un truc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte que en fait, les choses, on est tous différents et qu'on peut, faut vraiment adapter les choses à nous et du coup, ça passe par déjà se connaître.
C'est ça. Il pour faut mettre adaptation. son ego de côté quand même, parce que quand quelqu'un a plus d'expérience que toi, que tu veux le résultat de cette personne et te dit fais A et que toi tu fais B par ego, là c'est pas bon. Par contre, tu peux faire A et puis customiser un petit peu l'expérience au fur et à mesure du temps et ça peut être un A avec un accent, tu vois, pour prendre l'exemple. Ouais, Donc il y a ça et surtout ce qui est important dans ce travail-là, c'est d'éviter les injonctions. Les injonctions, c'est ce que je déteste, ce genre de posts sur Instagram, mais moi j'en étais coupable aussi, hein. C'est vraiment, tu dis arrêtez d'utiliser tel type de méthode, arrêtez de faire ça, soyez heureux. Ce sont des injonctions, ce sont ouais. des verbes exclamatifs ou d'imposition, d'accord, d'une croyance. Et les gens finissent par être heurtés par ça, déjà, et par se mettre en tête une croyance qui n'est pas la bonne pour eux. Ces injonctions-là, les injonctions tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça peut mener aussi au burn-out. Te dire, c'est ma faute, Ouais. il faut que je sois discipliné, etc. Ça, par exemple, ça va mettre en place beaucoup de culpabilité. Et du coup, tu prônes pas le stoïcisme alors? Alors, je suis dans le stoïcisme, moi, de OK, base. J'adore le stoïcisme et le minimalisme, ouais, mais je comprends que je n'ai pas besoin de prendre 100% de ce qu'il y a dans le stoïcisme et le minimalisme. J'ai besoin de prendre ce qui est nécessaire pour moi et ce que j'ai besoin d'adapter à ma condition pour obtenir le résultat que je veux. Par exemple, disons que dans le minimalisme, je prends un exemple, voilà, imaginons, il te dit, il faut que votre chambre, il y ait un lit, un bureau et rien de plus, sinon vous n'êtes pas un vrai homme. Par exemple, ça c'est vraiment le discours masculiniste, même si je défends quand même vraiment les valeurs masculines. ouais. T'as pas besoin de te dire oui, il faut que. Demande-toi si c'est bon pour toi, en fait, tu vois. Demande-toi si tu en as réellement besoin. Peut-être que tu n'as pas besoin que d'un lit et d'un bureau, tu as peut-être besoin d'une plante verte à côté pour décorer ta chambre parce que tu as envie de te sentir bien. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc, te conforme pas forcément à l'idée de l'autre, dis-toi qu'est-ce que j'ai besoin moi. Tu vois, c'est ça OK, le truc. excellent. Et tu as un côté assez introspectif. Est-ce que tu écris des fois? Comment tu fais une introspection de toi-même? Parce que du coup, la Mm. connaissance de soi, ça passe par l'introspection, mais l'introspection, enfin dans mon cas, moi, l'introspection, si je l'extériorise pas d'une façon ou d'une autre, Ça reste comme dans la tête en mode open loop, ça et quoi. du coup, brouillard mental Ouais. est compliqué. Euh, je- ça, par exemple, je l'ai su grâce au test MBTI. C'est que j'ai un cerveau qui fonctionne par l'accumulation de connaissances, la structuration et la réutilisation. Donc, par exemple, j'accumule énormément de données sur un sujet, je teste, j'en tire une méthode que je structure et qu'ensuite je redonne à d'autres et je fais tester pour en tirer de nouveaux enseignements. Et OK, j'adapte évidemment à la personne, hein. Je ne dis pas de faire absolument ça comme ça, tu vois. ouais, Donc, vu que je sais que je fonctionne comme ça, bah, quand j'ai beaucoup d'informations, etc., je note et je structure, par exemple, sur mon PC, un truc simple. Des mèmes, tu vois, des mèmes. Genre, je ouais. sais pas, tu as l'anniversaire d'un copain, tu veux lui envoyer une photo de son anniversaire, bah moi je sais où est chaque photo de chaque pote parce que tout est trié par dossier. Donc Des j'accumule des il y a informations. des process pour les mêmes Il y a des aussi. process pour les mêmes, C'est exactement. un fou. Mais en fait, ça permet d'être hyper structuré. Et Ouais, dès que tu as une idée, un truc, bah en fait, moi j'ai vraiment ces phases des fois de brainstorming où j'ai besoin de prendre un dessin, prendre des mind maps. Je change souvent de support aussi, tu vois, parce que ça ouais, dépend du moment. OK. Et j'en tire une idée ou une essence, tu vois, par exemple une réflexion, que ensuite je structure dans un fichier, dans une note. J'ai énormément de notes qui sont structurées aussi. Et par exemple, j'ai un document de 70 pages dans mon business où je note des traits d'esprit ou des choses qui me parlent pour me faire OK, réfléchir. Par exemple, un mec que j'ai vu passer la dernière fois qui disait dans une entreprise, il faut suivre tel KPI, tel chiffre clé de la boîte. OK. Bon, j'ai noté. Ça ne veut pas dire que je partage forcément sa croyance et que je vais reprendre ça pour moi. C'est juste que je vais introspecter, je vais me dire, est-ce que c'est pertinent pour moi? Est-ce que je trouve que c'est vrai? Oui, je vais tester. Et si je trouve que c'est vrai, je vais garder ça et l'inclure dans ma méthode. Par contre, si je vois que c'est pas vrai, je vais prendre ce qui est vrai. Par exemple, s'il te dit de traquer le nombre d'appels de vente que tu as et il te dit de traquer le nombre de leads, donc c'est le nombre de prospects en fait. Si le nombre de prospects n'est pas pertinent pour moi, je vais pas le mettre, tu vois. Mais je OK, structure en fait mon idée à chaque fois et je la confronte à la réalité. OK. Et admettons que, heu moi, j'ai envie de commencer à structurer les choses dans ma vie. Toi, du coup, c'est un peu ta spécialité de structurer. Heu, comment je peux mettre, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, si je veux commencer à structurer ma vie? Ok. Pour lui, je vais reprendre dans la question de l'entrepreneuriat, d'accord? Ouais, Et tu vas voir que c'est très lié à la version perso. Sam Ovens, qui est très connu aux États-Unis, disait: vous n'avez pas de problème dans votre entreprise, vous avez des problèmes dans votre vie personnelle qui se reflètent dans votre vie OK, d'entreprise, ouais, dans votre entreprise. Je trouve ça mais tellement vrai. En gros,
ton entreprise, si tu as pas de clarté mentale, c'est qu'il y a un problème dans ta vie perso. D'accord? Souvent, parce que tu as pas de clarté sur ta vie, sur tes valeurs, sur ce que tu as envie, et cetera. Donc la première chose, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie perso. Ouais. Tu as des documents chez toi, tu as genre plein de fiches de paie, et cetera. Range-les. Tu as une chambre en bordel, range-la. Tu as 50 000 cartons avec plein d'affaires qui traînent depuis 20 ans, depuis que tu es gamin, range tes affaires, vends ce À la qui est benne, pas bon. ouais. Genre, dès que tout est rangé, fait, etc., déjà tu as un espace mental qui se libère. Ton ordinateur, c'est le bordel avec 50 000 fichiers dans ton dossier de téléchargement, tri, supprime, filtre. Pareil, tes favoris Google, etc. Alors je dis pas qu'il faut faire de la masturbation mentale sur des micro-tâches pour éviter les tâches principales qui sont de prospecter, vendre et Ouais, délivrer ça, ses c'est le clients. piège, ça aussi, ouais. Ça, c'est le piège, Ça, attention. je tombe beaucoup là-dedans, moi, Je, des fois. je dis pas de faire ça. C'est juste que mettre un minimum d'ordre dans sa vie personnelle pour avoir de la clarté ensuite sur, ok, j'ai plus ce poids mental-là. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai un truc en tête, je le note sur un doc, tout est structuré, ce qui fait que j'ai jamais de boucle mentale qui tourne en arrière-plan, qui m'empêche de dormir la nuit et qui m'empêche de passer à l'action. Du coup, si tu as fait du développement personnel, tu sais qui tu es et où tu veux aller, tu as de la place dans ta vie personnelle, même dans tes proches, dans ta vie amoureuse, etc., tu as toutes les clés pour pouvoir être tranquille d'esprit, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat. Et moi, c'est une des premières étapes que j'ai fait, que je n'ai pas listé tout à l'heure. C'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment mis de l'ordre dans ma vie personnelle. Ok, Ouais, excellent. ouais, très important. Je valide complètement ça. C'était un truc que j'avais. Ben, du coup, moi, je fais beaucoup d'introspection, où en fait, j'écris. Mm. J'écris, moi, ça m'aide pas mal d'extérioriser Ok, et de ouais. clarifier mes pensées. Mhm. Et en fait, j'avais quitté le salariat en décembre 2023. Et en fait, bah, c'était un peu une nouvelle phase, tu vois, une nouvelle vie. Et, euh, et à ce moment-là, je sais pas, j'ai une idée, c'est, bah, je me disais comment je peux commencer cette phase bien. Et du coup, j'avais aussi cette idée, comme je disais, de de tout clarifier. Ouais, Et moi j'ai appelé ça la purge mentale. En fait, ouais, je me ouais, dis, c'est bien. je purge tout ce qui me fait de la friction mentale. C'est ça. Et oui, ça passait du coup par bah, l'environnement physique, la chambre, l'environnement numérique, comme tu dis. Ouais, Euh, Aussi dans les relations, en mode est-ce que les relations sont toxiques, m'apportent des choses. c'est ça. Les objets, genre, le moindre objet peut te faire attirer des pensées même inconscientes. Mhm. Tu vas penser quelque chose, cet objet-là, et du coup, ça te remplit l'espace mental. La moindre chose peut impacter. Et après, effet Attends, cumulé, et plein de petites choses, et tu es dans un t'as brouillard. tout compris. Et ce qui est important aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je fais beaucoup de visualisation mentale, Ouais. donc pour la compétition. Alors, c'était pas des trucs en mode je me posais le matin en tailleur comme ça. Non, c'était dans mon lit à 21h30 avec mon MP3, à écouter la même playlist de musique et à me projeter sur la même scène et à gagner toujours les mêmes compétitions. Ok. Donc, c'était juste un rituel en plus qui était naturel, donc j'ai pas eu d'effort mental à le faire. Et alors là, on va pas voir sur mon téléphone, mais globalement, j'ai un fond d'écran, donc toi tu vas le voir. Ouais. J'ai un fond d'écran que je mets à jour à peu près tous les 3 à 6 mois, où est-ce que je marque les objectifs que j'ai avec des mots-clés. Donc par exemple, là c'est marqué 30 000 euros par mois stable, donc mon objectif c'est de stabiliser à 30K, d'accord? J'ai Dans pas ton encore compte? réussi. Encaissé, enfin, dans Dans ton compte? l'entreprise pour Dans l'instant. l'entreprise, ok. Moi j'ai plus la vision de l'entreprise. Ok. Euh, et j'ai mis des mots-clés. Harmonie, heureux, santé, relations, paix mentale, sport. Ne pas fuir, parce que ça, par exemple, j'ai lu un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures, qui est très connu. Et Ouais. je sais que moi, j'ai la blessure du rejet et de l'injustice. Donc, je sais que de base, je suis quelqu'un qui a tendance à fuir les choses. Ok. Dans ma période, enfin, dans mon monde euh, d'enfant, d'ado, Ouais, tu ouais, vois. ok. Donc, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, maintenant, pas de souci, hein, je fonce, tu vois. Et j'ai marqué closing high level, c'est-à-dire d'aller chercher toujours plus de compétences de vente. Ok. Et j'ai mis 3 photos de moi, d'accord? 3 photos de moi, que j'ai fait avec de l'IA et je me suis dit: «C'est à ça que je veux ressembler». Donc il y a un peu plus de muscles, je suis bien habillé et cetera, j'ai pris soin de ma barbe et cetera. Les cheveux pareil. Je me dis: «Bon, bah, ça c'est important, c'est ce que je veux être». Donc j'ai conceptualisé le moi futur sur des mots, sur des images, sur des lieux et je l'affiche dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai des trucs qui sont mis. Des fois, j'ai des photos de quand j'étais en compétition, des trucs comme ça, parce que ça me permet, de continuellement rebooster mon ego et ma confiance, pas de manière négative, mais de manière, ça me Ça pousse, t'élève, ouais. ça m'élève, exactement, c'était le mot parfait. Ça m'élève et en même temps, ça me reconnecte à la personne future que je veux être. Tu vois. Donc mon inconscient le voit tout le temps. Il le voit dans la maison, il le voit sur le téléphone, sur l'écran du PC, sur l'écran de verrouillage. Donc il est constamment confronté à ce message inconscient qui vient se loger à l'arrière du cerveau, quoi. Ouais, donc finalement, on peut utiliser ça d'une bonne, de notre, enfin, à notre avantage, je veux dire. C'est ça.
le fait que de s'entourer que d'objets qui nous font penser à ce qu'on veut être et cetera. Tout à fait. Il faut que ça soit. C'est l'un des hacks les plus importants que j'ai vu. Par exemple, vos mots de passe. Vous avez un mot de passe, je sais pas, à votre date de naissance, remplacez-le par je sais que je vais le faire. Ou je suis prêt à faire 100 cas par mois. Ou ce que vous voulez, en fait. Les gens en cybersécurité là, ils vont grincer des dents là. Et évidemment, mettez des caractères alphanumériques et faites plus de 8 caractères. Voilà. OK, OK, on va pouvoir passer au deuxième jeu qui est, en mode, bah, ça va être une mise en contexte où, admettons que tu repars de zéro, Ok. tu as juste 1 000 €. Mhm. Qu'est-ce que tu fais avec ces 1 000 €? Comment tu Alors, est-ce que j'ai et toujours tu les compétences que j'ai non, actuellement? tu plus on va dire, tu plus les J'ai compétences, plus rien. tu plus rien, tu as juste 1 000 € sur ton compte. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, première chose, c'est que je vais me trouver un taf. OK, D'accord? De préférence pas trop chiant, où est-ce que j'ai peu de temps de travail, j'ai peu de distance de travail. Je me mets en coloc pour réduire les coûts, avec OK, des gens que je filtre avant pour être sûr que c'est quand même un bon entourage. OK. Dans une ville où est-ce que je suis plutôt bien placé quand même, c'est pas trop le bordel, je ne risque pas de me prendre un coup de couteau en sortant d'une bouche de métro. Je comprends. Donc ça, c'est très important. Je bosse, je fais du cash de côté et j'investis tout pour augmenter en compétences. Et à côté, je passe mes soirs et mes journées, même au boulot, à midi par exemple, à comprendre comment je peux faire plus. Donc en consommant des livres, des formations, des vidéos YouTube pour comprendre où est-ce que je veux aller, gagner de la clarté sur moi, quelles sont mes compétences, ma zone de génie. Et ça peut prendre un certain temps. Et une fois que j'ai ça, j'essaie de stacker au moins 5-10 cas sur mon compte bancaire, minimum. Et j'essaie de quitter mon taf pour pouvoir me lancer à fond, à fond, à fond sur ce que je fais. Et là, j'utilise tous les moyens, quoi. C'est-à-dire que prospection, appel, email, coup de couteau, coup de massue. Le mec est dans l'extrême. Non, non, là, j'y vais vraiment à fond, quoi. Tout ce qui est possible et je me donne à 1000%, je sors pas, je me prends quand même du temps dans la semaine et les soirs pour pouvoir faire autre chose, hein, faire Ouais, une partie de jeux vidéo. Enfin, les gens j'équilibre un qui vous peu. disent que les jeux vidéo servent à rien, moi les jeux vidéo m'ont énormément aidé. Ça m'empêche pas que j'ai 3500 heures sur un jeu qui s'appelle Arma 3 et j'ai monté une boîte qui fait 30K par mois, enfin entre 15 et 28 Ouais. exactement, que je gagne très bien ma vie et que je suis pas un cassos, tu vois. Donc, Alors que tu aurais pu l'être. alors que j'aurais pu l'être. Tu avais tous les champs, enfin, tous les conditions pour l'être. Voilà, donc faites des choses qui vous font kiffer, mais Ouais. faites le taf derrière, tu vois. Donc après, et je fais un effet de compounding, c'est-à-dire que j'essaie de gagner plus en dépensant moins, et ce delta, je le réinvestis continuellement. OK. Dans ma boîte, une partie dans ma boîte, une partie dans les compétences. Je vais voir des gens, je suis curieux, je parle à tout le monde, dans tous les groupes, sur Telegram, sur WhatsApp, je parle à tout le monde, je parle à un maximum de personnes. OK, donc tu te refais un petit patrimoine, un petit cash avec Ouais, un job. ouais, Tu réduis tous tes coûts, en mettant une coloc, par exemple, ouais. et ensuite, curiosité, enfin, tu Je es bourrine. curieux et tu vas parler aux gens et Je puis c'est là bourrine et que j'ai pas peur de me dire que je prends un crédit de 5 à 15 000 euros pour OK, pouvoir faire ce qu'il faut pour une entreprise, tu vois, pour, je sais pas, s'il faut faire une campagne d'acquisition d'ads ou un truc comme ça, de publicité, ou prendre des prospecteurs. J'ai pas peur parce que je sais que sur le long terme, je ferai beaucoup de cash et que je pourrai rembourser mes dettes. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Et, j'y vais à fond. Et je prends quand même sur le long terme une partie de mon cash et je l'investis. ETF, crypto, actions, or, ce que tu veux. Donc, OK, excellent. voilà, j'en fais la même chose, mais beaucoup plus condensé, OK, et ben voilà, hein. à fond. Si jamais vous avez 1 000 € et que vous savez pas quoi faire, un exemple. Mais il faut juste faire le taf, quoi. C'est le plus dur, c'est pas en fait, le plus dur, c'est vraiment de faire le taf au quotidien sur des actions ultra chiantes. Prospecter, c'est chiant. Vendre, ça peut être chiant pour certains. Moi, j'adore vendre. Est-ce que tu as une façon de rendre ça plus amusant ou pas? Ouais, bah, il faut essayer de trouver dans ces tâches chiantes le petit truc qui vous fait kiffer. Des fois, il y a des tâches, elles seront jamais. Vous pourrez mettre ce que vous voulez comme énergie, elle sera toujours aussi chiante. Par OK, exemple, la prospection, moi, j'adorais l'humour. Et OK, j'étais curieux. J'ai développé ce nerf de la curiosité. Donc, du coup, je m'intéresse sincèrement à la personne. Je discute un peu de tout, même des fois pas forcément de business. Et je me rends compte que j'ai énormément à apprendre de cette personne. Tu vois. Du coup, je me dis comment est-ce que je peux apprendre de cette personne? Comment je peux lui faire passer un bon moment? Et ça fait que j'oublie la tâche de la prospection et de la vente. Bon, je garde quand même une structure, hein, ouais, les ouais, questions de qualification et tout. ouais. Mais du coup, je kiffe et je vois pas le temps passer. Je fais une tâche chiante et je la transforme en tâche marrante.
Donc voilà. Ça, c'est Puis après, il y a les cycles de dopamine, hein. Tu fais toujours les tâches les plus dures au début et tu prends la récompense à la fin. Ça, c'est très important, ça aussi. de se mettre des récompenses à la fin d'une tâche dure. Ouais, c'est pour ça que les tâches les plus chiantes, je les fais le matin. OK. Parce que le matin, j'ai pas envie. Enfin, c'est là où j'ai le plus d'énergie, mais Ouais, c'est ouais, là où ouais. j'ai le moins envie de faire ces tâches-là. Donc je les fais. Ouais, je suis pareil. Et après, fin de journée, je sais que vers 17 à 19 heures, c'est là où ce que je peux me dire, ok, je déco du boulot. Et là, je me dis, bah, s'il y a des potes de dispo, on se fait une sortie, on se fait une partie de jeu, on discute d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as lu comme livre, qu'est-ce que ça fait comme formation. On fait des choses, en tout cas, qui nous font kiffer. Tu vois. Mais parce que c'est le reward, c'est le gain après avoir dépensé l'énergie au début. L'habitude la plus puissante, qui t'a aidé le plus, ce serait quoi, que tu me dirais? Alors, elle était difficile à développer, mais c'était le fait d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. OK, Je l'ai apprise grâce à Jean-Marie Corda, qui est un mec qui n'est pas forcément apprécié sur Internet, qui est un peu spécial. Mais j'avais pris une de ses formations sur la productivité, OK, d'accord. Et genre, ça m'a vraiment aidé. Et j'avais déterminé que pour moi, je voulais développer la compétence d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Et c'était difficile au début, donc il y avait tous les rituels et tout, c'était un peu chiant. Mais après, ça m'a permis de consolider ça dans mon inconscient. Tous les jours, même hier par exemple, j'ai appris qu'il y avait 450 races de chiens et que les meilleurs chiens pour se défendre, c'était les Doberman et puis deux autres races, voilà, les bergers allemands, tout ça. C'est con comme truc. C'est con, mais en fait, ça augmente ta culture générale. Et au début, dans mes premières années d'entrepreneuriat, c'était beaucoup tous les jours, j'apprenais quelque chose sur le business. Et là, maintenant, c'est un peu plus culture G. Donc, j'apprends évidemment régulièrement des choses sur le business, hein. Je ne reste pas stagnant. Je vais chercher de nouvelles choses, de nouvelles tendances, de nouvelles techniques, etc. Mais j'aime bien maintenant faire plus de culture G, OK, donc culture en général. OK, OK. Donc ouais, tu apprends tout le temps quelque chose de nouveau et bah, moi, il y a un truc avec ça, justement, avec la culture générale, c'est un truc, sur lequel c'est moins enfin, moi, je trouve ça moins pertinent de mon côté, tu vois? Ok, ouais. Même si c'est utile en fait, je trouve ça utile, en société, tu vois? Pour, même pour échanger et cetera, pour Mhm. discuter avec les gens. Mais, mais en fait, je trouve qu'il y a une limite dans le sens où, plus tu apprends des choses, plus tu, encombres ton cerveau d'informations Ouais, et je après vois. Ouais, tu tombes dans l'infobésité où tu as ouais, ouais, tu je vois. plein de d'informations. Hem, comment ne pas tomber dans ce piège-là, tu penses, de l'infobésité? Bah, ça revient à ce qu'on se disait hier au restaurant, c'est-à-dire que je suis tombé moi dans la phase où ce que je consomme, je consomme, je consomme, je consomme, j'intellectualise, mais j'applique jamais. Ouais, Et du coup, c'est tu es dans ça le une piège. surconsommation et tu apprends rien et tu retiens rien. Et en fait, la pyramide de l'apprentissage, c'est j'apprends quelque chose, je l'écris, je le transmets à quelqu'un, Ouais, et c'est là en fait je le retiens le mieux quand je suis passé par toutes les phases d'apprentissage et de transmission. C'est là où ça se retient dans le cerveau. Et donc ce que je fais maintenant, c'est que je n'apprends pas, juste je fais, et quand je fais, je rencontre un problème. Je ouais, prospecte, je ne sais pas prospecter, ben, je vais chercher un livre ou une formation sur la prospection. Du coup, maintenant, je sais prospecter, du coup, je repars dans l'action, je prospecte, et là, je ne sais pas vendre un appel de vente. Du coup, je vais chercher de l'information sur la vente. Ce qui veut dire que les informations que je vais chercher, les vidéos YouTube, tout ça que je consomme, sont le fruit d'une vraie problématique réelle que tu as en qui s'est ce moment. matérialisée dans la matière. Donc, j'ai fait quelque chose dans la matière, et maintenant, j'ai besoin de la partie intellectuelle pour pouvoir m'aider à débloquer la matière. Et ça a été un gros, gros changement parce qu'on était coupable avec mon ancien associé de vraiment consommer, consommer, consommer. En Consommer fait, sans, si vous regardez cette vidéo, la plupart des gens qui achètent des formations recherchent un sauveur à leur business. Quand vous prenez un coaching, par exemple, si un jour on travaille ensemble, une des premières questions que je pose en qualification, sauf si ça change entre temps, c'est est-ce que vous êtes là pour chercher un sauveur pour votre business? On a besoin de se dire, ah, cette personne, elle va sauver mon business, ou alors il y a besoin de quelque chose que je n'ai pas appris. Alors qu'en fait, ce qui fonctionne, ce n'est pas la stratégie, le truc, c'est l'état d'esprit et de faire des basiques comme prospecter, vendre, délivrer ses clients correctement. Des basiques, mais le faire pendant suffisamment longtemps pour que ça manifeste les résultats en fait. Donc ouais, apprentissage par l'action. OK et est-ce que justement quand tu rencontres des problèmes des fois, heu, quand est-ce que tu te dis: «Je vais apprendre la compétence», quand est-ce que tu te dis: «Je vais la déléguer»? Alors j'essaie de préférence de l'apprendre, d'avoir au moins des notions pour ensuite la déléguer, parce que OK, ça veut dire que je serai à même de créer le process qui sera bon et que la personne ensuite pourra corriger dans le futur. Vu que je sais vendre, je sais comment vendre mon service, mais quelqu'un qui ne sait pas vendre mon service correctement, toi, par exemple, tu es closer, tu es vendeur, et moi, je vends mon service, mais tu ne connais pas mon service encore chez The Machine dans mon entreprise. Donc, du coup, je vais créer le process
pour que tu vendes au mieux ce OK. service. Mais je connais les mécanismes de la vente et toi Ouais, aussi. ça Du coup, on va doit parler le même langage et c'est plus facile de créer la bonne ouais, ressource je pour vois. toi. Après, tout l'intérêt, c'est surtout si on a le cash, de payer des experts qui sont bien meilleurs que nous Ouais. pour le faire. Là, sur le long terme, si tu peux payer le mec 5 10 000 € par mois, que c'est un méga expert dans un domaine, fais-le, te fais pas chier, quoi. Mais selon toi, c'est obligatoire d'avoir quand même des certaines notions, avant de déléguer? Je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses là-dessus. OK. Je pense que les 2 peuvent fonctionner, mais j'aurais l'intuition de dire que c'est bien de savoir faire au début un minimum et ensuite de déléguer. OK. Ouais. OK, très bien. Terminons ce podcast par des affirmations, encore une fois, où tu vas me dire sans réfléchir, très rapidement, si l'affirmation que je dis est un frein ou un tremplin pour toi. Vas-y, ça marche. Commençons. Les relations amoureuses, est-ce que c'est un frein ou un tremplin? Tremplin, OK. Le développement personnel au quotidien, est-ce que c'est un frein ou un tremplin? tremplin. Se fourrer de protéines et gonfler ses biceps, est-ce que c'est un frein ou un tremplin? C'est un tremplin. Se faire arnaquer par une formation en ligne, est-ce que c'est un frein ou un tremplin? Je pense que c'est un tremplin. OK. Et pour terminer, est-ce que tu peux me résumer quelle est la chose qui a fait le tremplin de ta vie? La chose, alors j'en ai pas parlé aujourd'hui. Je pense que ça a été, j'en vois 2. Je pense que c'est un événement grave qui s'est passé quand j'avais 4 ans. Je rentrerai pas trop dans le détail, mais ça m'a tellement impacté psychologiquement et physiquement que je me suis dit: «OK». Je pense que c'était vraiment le déclencheur émotionnel, le trauma de l'enfance qui m'a dit: «OK, là, dans ma vie, je peux pas tolérer ça. Je peux OK, pas et je suis là genre, je peux pas vivre une vie normale, je vais vivre une vie exceptionnelle et je tolérerai pas des personnes, autour de moi, qui sont malveillantes, en fait». OK, Et là, je pense que ça a été vraiment l'image ou le truc qui m'a poussé à avancer, tu vois? OK. Donc ouais, c'était ça le tremplin. Très bien. Et bah, merci à toi, Kevin. C'était un plaisir de te recevoir, pour ce premier podcast. Mon cher Iwan, toujours un plaisir. Et puis, on se recroise dans les événements et cetera. Carrément.